Imaginez deux petites filles qui viennent au monde le même jour, dans la même maternité, dans le sud de la France. Deux berceaux, deux familles, deux débuts de vie qui auraient dû ne jamais se croiser. Et pourtant, par une erreur minuscule, un geste malheureux, leurs destins vont être échangés. Pendant 10 ans, chacune grandira dans la famille de l'autre sans que personne ne s'en doute. Jusqu'au jour où un simple test ADN viendra briser le silence et bouleverser leur vie à jamais. Salut, moi c'est Jam et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire aussi improbable que déchirante, celle de deux bébés échangés à la naissance. Tout commence le 4 juillet 1994 à la clinique de Cannes-la-Boca sur la Côte d'Azur. Après de longues heures d'efforts, Sophie Serrano donne enfin naissance à une magnifique petite fille qu'elle décide d'appeler Manon. Mais quelques minutes après sa naissance, les sages-femmes remarquent quelque chose d'inquiétant. Manon souffre d'une jaunisse, un trouble fréquent mais à surveiller. Elle l'installe donc sous une couveuse équipée de rayons UV où elle passera plusieurs jours sous la surveillance du personnel soignant. À la même période, la clinique est débordée. Les accouchements s'enchaînent, les couveuses se remplissent et dans ce va-et-vient permanent, une autre petite fille voit le jour, Mathilde. Elle aussi est atteinte d'une jaunisse et par nombre limité de couveuses, elle sera placée dans la même que Manon. C'est là, dans ce service tranquille, en apparence, que l'erreur va se produire. Dans la nuit du 8 juillet, une péricultrice intervertit les deux bébés par inattention. Sans le savoir, elle remettra Manon à la famille de Mathilde et Mathilde à la famille de Manon. Deux petites filles, deux destins, échangés pour toujours. Quand l'infirmière lui remet son bébé, Sophie remarque quelque chose d'étrange. La petite a plus de cheveux que lorsqu'elle l'avait laissée sous couveuse. Surprise, elle ose demander si cela est normal. Une sage-femme lui répond alors que c'est fréquent et que les lampes UV peuvent stimuler la pousse des cheveux. Sophie, gênée, se sent bête d'avoir demandé et rentre chez elle avec sa fille dans les bras. Loin d'imaginer que cette petite remarque anodine deviendrait des années plus tard le premier signe d'une vérité impensable. Les années passent et Manon grandit aux côtés de Sophie Serrano et de son compagnon, dans un petit village du sud de la France. Une enfance simple, pleine de tendresse, rien ne semble pouvoir troubler leur bonheur. Mais au fil du temps, quelque chose intrigue les voisins. Plus Manon grandit et moins elle ressemble à son père. Elle a la peau légèrement plus hâlée, les cheveux frisés. Dans le village, les rumeurs commencent à circuler. On murmure que Sophie aurait trompé son compagnon. Et ces mots-là, ces mots qu'on ne dit pas trop fort mais qui font du bruit quand même, vont lentement briser leur couple. Le compagnon de Sophie s'éloigne, devient froid, méfiant, il finit par la tromper ouvertement. Et les disputes s'enchaînent jusqu'au jour où Sophie décide de partir, Manon dans les bras, pour recommencer sa vie ailleurs. Pendant un temps, le père ne donne plus de nouvelles, mais quand Sophie le relance pour qu'il verse la pension alimentaire, il répond qu'il n'est plus sûr d'être le père et exige un test ADN. Les mois passent, Manon a désormais 10 ans. Et tous les trois, Sophie, son ex-compagnon et la petite Manon, sont convoqués pour faire ce test. Quelques semaines plus tard, le résultat tombe. Il n'est pas le père biologique. Mais pour Sophie, c'est impossible. Elle le répète, épuisée, je ne l'ai jamais trompé. Les médecins restent vagues et lui demandent seulement à elle de refaire un second test ADN. Sophie obéit, même si au fond, elle trouve ça étrange qu'elle soit la seule à devoir le refaire. À cet instant, Sophie est à 1000 lieues d'imaginer que sa vie va prendre un tournant irréversible. Presque un an d'attente, de doute et d'angoisse avant qu'un jour, le téléphone sonne. C'est son avocate, elle lui demande de venir la voir en urgence. Sophie s'assoit, le cœur serré, l'avocate la regarde longuement et finit par lui dire « Votre ex n'est pas le père de Manon ». Sophie reste figée, mais avant qu'elle n'ait le temps de dire quoi que ce soit, l'avocate ajoute « Et vous non plus, vous n'êtes pas sa mère ». Et là, le monde s'arrête. Sophie ne comprend pas. Comment cela pourrait-il être possible? Elle s'en souvient pourtant de cette maternité, de ce jour, de la douleur, de ce premier cri. Alors comment? L'air devient lourd, sa gorge se resserre. Pas sa mère. Ces trois mots résonnent fort et longtemps, comme un écho qu'on ne peut pas faire taire. Et en une seconde, toutes ces certitudes s'effondrent. Et Sophie sent son monde s'écrouler morceau par morceau. Et c'est là qu'elle entend ces mots qui changeront tout. Il y a certainement eu une erreur à la maternité. Votre bébé a été échangé à la naissance. À cet instant précis, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Le teint, les cheveux, les
les doutes, les rumeurs et même ce souvenir ancien, ce jour où Manon, sortie de la couveuse, Sophie avait remarqué qu'elle avait plus de cheveux qu'à la naissance. Elle s'était sentie stupide d'avoir posé la question et on lui avait répondu que c'était sans gravité, que les lampes UV pouvaient provoquer ça. Mais aujourd'hui, elle comprend que ce détail, ce minuscule détail, était le premier signe de la vérité. Et là, une pensée traverse son esprit. Si Manon n'est pas mon véritable enfant, alors où est ma fille? Et surtout, où sont les véritables parents de Manon? Les questions se bousculent, s'enchaînent, mais les réponses, elles, mettront du temps à arriver. Son avocate, consciente du choc, lui recommande de déposer plainte pour substitution d'enfant. Une enquête qui devra révéler comment une telle erreur a pu se produire. Sophie est bouleversée. 3 semaines, c'est le temps qu'il faudra avant de trouver le courage de parler à Manon. 3 semaines à chercher les mots justes, à craindre de briser quelque chose qu'elle pensait indestructible. Ce jour-là, elle s'assoit près d'elle, elle lui prend la main. « Ma chérie, j'ai reçu les résultats. Ces tests disent que ton papa, ce n'est pas ton vrai papa. Et que moi non plus. Je ne suis pas ta vraie maman. » Les mots peinent à sortir, mais tu dois savoir une chose, rien ne changera. Je t'aimerai toujours comme avant, tu resteras ma petite fille quoi qu'il arrive. Manon la regarde, les yeux tremblants. Mais ça veut dire que j'ai une autre maman? Ils vont vouloir me reprendre? J'ai peur. Moi, je ne veux pas qu'on nous sépare. C'est toi, ma maman. À cet instant, Sophie comprend que peu importe le sang, peu importe les origines, rien ne pourra jamais effacer cet amour-là. Quelques jours plus tard, Sophie Serrano pousse la porte de la gendarmerie. Elle vient déposer plainte. Face aux gendarmes, elle raconte tout. La naissance, la jaunisse, ces quelques jours où sa fille a été placée sous couveuse. Elle se souvient encore de ce moment où on lui a rendu Manon avec des cheveux différents. On lui avait dit que c'était normal et elle y croyait. Mais aujourd'hui, les pièces du puzzle s'emboîtent enfin et le tableau qu'il forme est insupportable pour Sophie. À ses côtés, son ex-compagnon reste silencieux. Les bras croisés, le regard ailleurs, comme si il n'était plus vraiment là. La tension monte d'un cran et Sophie lui dit « Tu te rends compte de ce que t'as fait? T'as brisé la vie d'une enfant !» Elle s'effondre submergée par la colère et la peine. Lui, de son côté, il en conclut que ce n'est plus son affaire et il ne paiera plus de pension alimentaire. 2 mois plus tard, le téléphone sonne. Au bout du fil, la gendarmerie de Cannes. « Madame Serrano, nous pensons avoir retrouvé l'autre famille. Pour confirmer, il faudrait que vous passiez à la gendarmerie. Nous avons des photos, peut-être celle de votre véritable fille. » Le cœur de Sophie s'emballe. Sans réfléchir, Sophie monte dans sa voiture et fonce à la gendarmerie. En arrivant, on l'a fait patienter quelques instants, puis un gendarme s'avance, un dossier à la main. Il pose une photo devant elle, une fillette, 10 ans à peine, et là, le choc. Sophie reste figée. La ressemblance est troublante. Cette petite lui ressemble. Ses yeux, son sourire et cette expression familière. Et plus elle regarde, plus le doute s'efface. Elle ressemble aussi à son ex-compagnon. C'est évident, cet enfant, c'est sa véritable fille. Le gendarme lève les yeux vers elle et lui dit que cette fillette s'appelle Mathilde. Il poursuit ensuite en lui expliquant qu'ils vont contacter la famille de Mathilde, leur demander de pratiquer des tests ADN et leur montrer une photo de Manon. Sophie reste silencieuse. Elle sait que désormais, rien ne pourra arrêter cette vérité. Une vérité qu'elle a réclamée mais qu'elle redoutait tout autant. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, 2 familles vont devoir affronter l'inimaginable. Quelques semaines plus tard, Sophie est de retour à la gendarmerie. Dans la salle d'attente, une autre femme l'attend déjà. Brune, teint hâlé, cheveux frisés. En la voyant, Sophie reste figée. Cette femme, c'est comme voir Manon adulte. Les mêmes traits, le même regard, le temps s'arrête. Aucune parole n'est nécessaire. Les 2 femmes s'approchent lentement, puis se jettent dans les bras l'une de l'autre. Une étreinte longue, silencieuse, remplie de larmes, de chagrin et de soulagement. Avant de repartir, elles échangent leurs numéros et dans les semaines qui suivent, les appels se multiplient. Des heures et des heures de conversation, des souvenirs partagés, des photos, des anecdotes, 10 années de vie racontées pour combler 10 années d'absence. L'une découvre la petite fille qu'elle n'a pas vue grandir, l'autre apprend à connaître celle qu'elle aurait dû élever. Quelques jours plus tard, les résultats des tests ADN tombent et c'est confirmé, les parents biologiques de Manon ont bien été retrouvés. Et malgré l'appréhension et la peur de la petite Manon, une rencontre sera organisée.
Ce jour-là, Sophie et Manon se rendent chez l'autre famille. L'accueil est simple, sincère. Sophie et la petite Mathilde se reconnaissent tout de suite. Elles s'enlacent spontanément comme si elles s'étaient toujours connues. Pour Manon, c'est différent. Elle reste un peu en retrait, observant ses parents biologiques sans oser s'en approcher. Puis, tous s'installent dans le salon. Ils parlent, échangent, rient parfois. Deux familles réunies par une erreur, mais apaisées par une vérité. À la fin de cette première rencontre, les deux mamans se mettent d'accord. Manon restera avec Sophie et Mathilde restera avec la famille qui l'a vue grandir. Personne ne touchera à ce qu'elles ont construit, à l'amour et à l'équilibre de leurs enfants. Dans les semaines qui suivent, les rencontres se poursuivent, les deux petites filles apprennent à se connaître et très vite une complicité naît entre elles. Avec le temps, les deux familles trouvent leur équilibre. Elles se voient pour des anniversaires, pour Noël, échangent des cadeaux, partagent des repas. Sophie, qui possède un centre équestre, apprend même à Mathilde à monter à cheval. Peu à peu, la douleur laisse place à la tendresse. Et de cette tragédie naît quelque chose de beau, du moins en apparence. Avec le temps, quelque chose se gâte, et Sophie le ressent tout de suite. L'autre famille s'éloigne. Les appels se font plus rares, les visites presque inexistantes. Mathilde, qu'elle voyait régulièrement, disparaît peu à peu de son quotidien. Ce vide, Sophie ne le supporte pas. La tristesse s'installe lentement, puis la dépression. Sa vie amoureuse s'effondre, son couple n'y résiste pas. Et les soucis financiers s'ajoutent au reste. Un à un, les repères qu'elle avait construits s'écroulent, jusqu'au jour où elle doit se résoudre à tout quitter, son centre équestre, sa passion, sa liberté, pour un petit logement HLM perdu dans les montagnes. Loin du bruit, loin des chevaux, Sophie s'isole du monde avec Manon. Pendant que Sophie tente tant bien que mal de se reconstruire, l'enquête, elle, continue. Les gendarmes reprennent chaque détail, chaque rapport, chaque nom inscrit dans le registre de la maternité. Et peu à peu, un nom revient plusieurs fois, celle d'une péricultrice. Elle travaillait cette nuit-là, la nuit où tout a basculé. Selon plusieurs témoignages, la jeune femme traversait une période difficile, dépression, isolement et surtout des problèmes d'alcool. Convoquée par les enquêteurs, elle finit par avouer. Cette nuit-là, elle avait beaucoup bu. Oui, elle s'était sentie dépassée et dans la confusion, elle aurait placé deux nourrissons, Manon et Mathilde, dans la même couveuse, sans bracelet d'identité. Une erreur tragique qui aura bouleversé deux vies à jamais. Des années ont passé et l'affaire Serrano arrive enfin devant la justice. Le 2 décembre 2014, au tribunal de Grasse, Sophie Serrano et sa petite fille Manon, âgée de 20 ans, se tiennent côte à côte. Ensemble, elles réclament 12 millions d'euros pour dommages et intérêts, pour l'erreur qui a bouleversé leur vie. 12 millions pour deux enfances échangées, pour des années de doutes, de blessures et de reconstruction. Face à elles, les représentants de la clinique. 1,8 million d'euros seront accordés à ce partagé entre les deux familles. Le verdict tombera quelques semaines plus tard, une somme bien en dessous de ce qu'elles espéraient, mais qui marque enfin une reconnaissance officielle de ce qu'elles ont vécu. Pour la péricultrice, il n'y aura ni condamnation ni sanction, juste un rappel à la loi, une simple note dans un dossier. Du côté de la famille de Mathilde, le choix sera différent. Eux ont préféré le silence, ils ne se montreront pas publiquement, refusant toute interview, toute exposition médiatique. Sophie, elle, accepte de témoigner, pas pour l'argent, mais pour que personne n'oublie que derrière cette erreur, il y avait deux mères, deux filles et deux vies bouleversées à jamais. Dans cette histoire, il ne reste ni coupable ni rancune, seulement des vies marquées à jamais par une erreur humaine et par un amour plus fort que le sang. Parce que parfois, la famille ne se choisit pas dans les gènes, mais plutôt dans le cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Et on se dit au prochain épisode.